municipales, départementales, les archives nationales aussi, ainsi que des témoignages nous donnent quelques éléments pour retracer et aussi pour comprendre la relation particulière entre ces deux municipalités entre 1956 et 1962. Les liaisons institutionnelles entre des municipalités appartenant à des pays différents datent surtout d'après 1935, c'est-à-dire le concept de jumelage est un concept qui est antérieur de la guerre d'Algérie, évidemment. Après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, plusieurs organisations, comme notamment le Conseil des communes d'Europe et l'association Le Monde Bilingue, souhaitent créer un rapprochement des différents pays, c'est-à-dire contribuer au maintien de la paix en favorisant un échange interculturel entre citoyens français, allemands, britanniques, italiens, etc. Il faut savoir aussi que dans un deuxième temps, dès le début des années 50, la création de ces jumelages entre villes européennes est souvent perçue aussi comme un instrument de cohésion pour faire face à la menace soviétique. Ainsi, la question de créer des jumelages entre villes françaises et villes soviétiques fait très vite intervenir le gouvernement parisien. C'est-à-dire qu'il faut voir l'instrument de jumelage, même en dehors du cadre de la guerre d'Algérie, toujours comme un instrument politique aussi. Il y a toujours une volonté politique qui se trouve derrière ces liaisons. En 1956, la guerre d'Algérie est au premier plan du gouvernement français présidé par le socialiste Guy Mollet. Pour faire face à l'insurrection conduite par le FLN, les nouvelles lois sont votées d'abord en 1955 sur l'état d'urgence et un an plus tard, la loi sur les pouvoirs spéciaux qui élargit encore la marge de manœuvre du gouvernement. En 1956, environ 400 000 soldats de l'armée française sont en Algérie. Malgré les protestations de Paris, la question algérienne est débattue à l'ONU. Et selon des sondages de l'époque, en métropole, la guerre d'Algérie est perçue comme un sujet majeur de la politique. Ici et aussi à l'étranger, on discute la question « Est-ce que l'Algérie restera française ?» C'est dans ce contexte que l'association française Mouvement National des élus locaux lance le projet de créer des parrainages entre villes françaises et villes algériennes. Je dis bien parrainage. Le statut officiel de l'Algérie et le jargon colonial de l'époque ne permettent pas, à ce moment au moins, de parler de jumelage, ce qui impliquerait une relation d'égal à égal. Selon une publication du Mouvement National des élus locaux, qui date probablement de 1958, là je cite, les parrainages actuels, c'est-à-dire les parrainages franco-algériens, constituent la preuve de l'intérêt militant du peuple français pour la France d'outre-mer, de sa volonté de garder le patrimoine national, d'assumer ses responsabilités et de ne pas abdiquer. Il constitue la preuve tangible de son esprit de dévouement et de fraternité. Fin de citation. Parmi les 25 premiers parrainages franco-algériens qui sont créés pendant l'été 56, on trouve celui de Soukaras et Vichy, Palestro et Vincennes, Batna et Chartres, Bougie et Bordeaux, Constantine et Reims, ainsi que le parrainage Metz et Lille. Je vais vous apporter une première photo. Cette publication dont je viens de citer le document, cette publication n'est pas datée, mais je pense qu'elle date de la fin de 1958 et c'est donc l'état de l'époque des parrainages entre villes algériennes et villes métropolitaines qui sont créées à l'époque, pour vous donner un petit peu une idée de l'ampleur que ça a fait. Dans le cadre de ces parrainages, en 1956 déjà, des voyages de jeunes d'Algérie sont organisés en métropole. Metz reçoit alors 13 jeunes lycéens au cours de l'été 1956. Soucieux de la contribution de ce projet à la bonne entente entre Européens et Algériens, Raymond Mondon, le maire, et certains conseillers municipaux se montrent déçus d'apprendre que ce groupe s'avère exclusivement composé de jeunes Européens. Selon Raymond Mondon, qui avait tenu à accueillir personnellement les jeunes participants, les 5 Algériens annoncés auraient été décommandés pour des raisons de pression politique, morale ou autre. Si Raymond Mondon, ancien résistant et membre du parti gaulliste RPF, se montre particulièrement actif pour la cause du parrainage et du maintien de l'Algérie française, sa position ne fait pas l'unanimité au conseil municipal. Lorsque la question du financement du séjour des jeunes lycéens se pose en 1956, le conseiller municipal de Metz, Sifferstein, qui est probablement communiste, je ne suis pas sûr, déclare, là je cite, « Monsieur le maire, nous sommes contre ce point. Vous passez cette question dans le cadre du jumelage Metz-Blida.
qui lui-même entre dans le cadre d'une propagande destinée à favoriser les liaisons entre l'Algérie et la France. Mais nous pensons quant à nous que le problème est mal posé. En effet, nous estimons que pour resserrer les liens entre la France et l'Algérie, il n'y a qu'un seul moyen, c'est celui de négocier avec eux, de cesser les opérations militaires là-bas. Par ailleurs, et il faut bien le dire, et tout le monde le sait, beaucoup de municipalités algériennes ne représentent nullement l'ensemble de la population et de l'opinion algérienne, et que ces mêmes municipalités jouent un rôle extrêmement réactionnaire, un rôle qui tend à maintenir l'Algérie dans son état de colonie française. Nous pensons justement que s'il faut précisément que l'Algérie et la France aient des relations amicales et d'avenir, nous pensons qu'il faut donner satisfaction aux revendications de la population d'Algérie et entamer des négociations et non pas l'aider dans cette voie-là, qui est une voie absolument néfaste et contraire aux intérêts de la France. Fin de citation. Alors même si cette position est, celle d'une minorité, elle montre bien que la guerre d'Algérie et le parrainage sont dès le début des sujets très controversés à Metz. Finalement, le conseil municipal vote par 31 voix contre 3 d'accorder une subvention de 250 000 anciens francs au projet indiqué. Les activités principales menées dans le cadre du parrainage et plus tard dans le cadre du jumelage sont donc l'organisation de séjours pour des jeunes en métropole, ensuite des collectes pour des actions humanitaires en Algérie, ainsi que des voyages d'hommes et femmes politiques en Algérie. Raymond Mondon, le maire de Metz, se rend une première fois à Blida en 1956. Il y retourne aussi en 1957 pour affirmer sa volonté de consolider le parrainage. À l'occasion de sa première visite, le député maire rappelle l'occupation allemande de l'Alsace-Lorraine et affirme sa compréhension de l'angoisse des Européens d'Algérie de devenir des otages. La fin de son discours nous rappelle sa perspective particulière sur la guerre d'Algérie. Je cite: « Vous n'aurez pas l'Alsace-Lorraine chanter nos concitoyens de l'Est en faisant front aux entreprises de l'envahisseur. Vous n'aurez pas davantage l'Algérie, crions-nous encore aujourd'hui, à l'adresse des ennemis de notre France immortelle. » Fin de citation. Au début de l'année 58, une campagne de solidarité est lancée dans le chef-lieu de la Moselle, grâce à laquelle on collecte plus d'une tonne de marchandises et plus d'1 million de francs. Raymond Mondon se charge personnellement de remettre l'ensemble de ces dons à son homologue blidéen Charles Boja. Accompagné d'une délégation de 18 personnes ainsi que son épouse, Raymond Mondon profite de ce voyage pour visiter un secteur opérationnel de l'armée française et rencontrer des anciens combattants algériens de la Deuxième Guerre mondiale, ainsi que les écoliers d'un village des environs de Blida. Là, c'est quelques impressions. Donc là, c'est Raymond Mondon qui est dans ce secteur opérationnel, d'anciens combattants. Et là, c'est sa femme donc, qui rencontre des enfants algériens, toujours très suivis par la presse lorraine. En 1959, les liens entre communes françaises et algériennes entrent dans une nouvelle phase. Au mois de mai 1959, le Premier ministre Michel Debré lance le projet de créer un vaste réseau de jumelage entre arrondissements algériens et départements métropolitains. À ce moment encore, le général de Gaulle défend une politique de fraternisation en Algérie et promet de créer une Algérie nouvelle. Cette nouvelle politique est aussi suivie d'un nouveau discours. Ainsi, Michel Debré insiste sur l'appellation des jumelages pour souligner un rapport entre égaux. Néanmoins, il souhaite que ces nouveaux jumelages prolongent les activités effectuées dans le cadre des parrainages. Jusqu'en 1961, 66 conseils départementaux acceptent la proposition du Premier ministre de se jumeler avec un arrondissement algérien. Voici une carte de l'époque qui vous donne un petit peu, qui résume un petit peu les connexions. Bien sûr, une carte de propagande de l'époque, mais qui illustre assez bien le sujet, je pense. C'est alors que le jumelage Moselle-Blida prend le dessus sur le parrainage Metz-Blida. Cette nouvelle phase est surtout marquée par une extension et une professionnalisation des échanges. Désormais, c'est le conseiller technique des affaires musulmanes, le CTAM en Moselle, qui prend en main la coordination des échanges entre Blida et la Moselle. Ce fonctionnaire, rattaché à la préfecture, est censé être un expert pour toutes les questions sociales et morales qui concernent les musulmans, en l'occurrence les migrants algériens en Moselle.
Désormais, il s'occupera aussi de la coordination du jumelage Moselle-Blida. En 1960, un groupe de 98 enfants blidéens, dont 90% sont désignés en tant que musulmans, vient donc visiter la Moselle pour passer ensuite un mois dans des colonies de vacances en métropole. L'été suivant, la Moselle accueille un groupe de 99 enfants venus de l'arrondissement de Blida. Pendant tout leur séjour, ils sont suivis de près par le CTAM de la Moselle, François Gouy, qui ne cesse d'insister sur les particularités culturelles des enfants musulmans. On sait très peu, à vrai dire presque rien, sur les conditions de séjour et les activités de ces enfants en métropole. Mais le témoignage d'une Française de Blida, qui avait participé à une de ces colonies de vacances en 1960, montre bien que, au moins de la part des métropolitains, des préjugés vis-à-vis des Blidéens sont là. Je la cite. « Un jour, nous étions à la cantine pour manger et les harcèlements ont fusé de tous les côtés. Et l'une des filles de Metz a dit « Ah là là, vous devriez aller danser autour des palmiers comme vous le faites dans votre pays. Ça a été très dur. » Et ma réaction a été immédiate, je lui ai donné une gifle. Est-ce que l'expérience de cette fille de 13 ans est représentative pour les échanges entre jeunes blidéens et mosellans de l'époque? Je ne peux pas en dire plus pour l'instant, mais il semble effectivement qu'il y avait une forte méconnaissance mutuelle, qui d'ailleurs semble durer jusqu'aujourd'hui. Le 5 juillet 1962, comme vous le savez, le FLN déclare officiellement l'indépendance de l'Algérie. Les activités du jumelage Moselle-Blida sont déjà au point mort. Quelques fonds destinés au jumelage sont alors utilisés pour soutenir des rapatriés d'Algérie venus en Moselle, mais les échanges directs avec l'arrondissement et la ville de Blida tombent à zéro. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce lien Metz-Blida ou bien Moselle-Blida? Juste 3 points pour conclure. Premièrement, il s'agit avant tout d'un projet politique créé dans l'espoir de sauvegarder l'Algérie française. Toutes les activités humanitaires et d'échanges culturels naissent qu'au moment où la rébellion algérienne consiste déjà une véritable menace pour le statut politique de l'époque, et toutes les activités sont réduites à zéro au moment de l'indépendance. Voilà ce qui révèle le véritable objectif du lien Metz-Blida. Deuxièmement, mis à part les collectes effectuées à Metz et en Moselle, les activités du parrainage et ensuite du jumelage semblent concerner qu'une petite minorité et surtout les élites politiques. C'est d'autant plus vrai pour la population de Blida. Les Blidéens se trouvent sur le terrain chaud de la guerre. Face à cette situation, peu d'entre eux se rendent compte que leur ville est liée à Metz. En Moselle, le jumelage ne semble pas être très connu non plus à l'époque. Certes, de nombreux commerçants participent aux collectes pour Blida, mais au-delà, on ne trouve aucune trace d'un intérêt particulier et encore moins d'une mobilisation importante par rapport à Blida, à Metz ou à Moselle. Et finalement, si on en croit le discours officiel du maire de Metz, Raymond Monod, l'histoire de la Lorraine, surtout les expériences de l'annexion allemande, joue un rôle important pour son activisme pro-Algérie française. Mis à part son association, dans la citation que j'ai évoquée, de la rébellion du FLN à l'occupation nazie, il faut aussi tenir en compte les liens entre l'Alsace-Moselle et l'Algérie qui datent des années 1870. Suite à la défaite contre le Reich, quelques 6 000 Mosellans qui ne veulent pas de la nationalité allemande s'installent en Algérie et maintiennent des liens avec leur terre d'origine. C'est le cas par exemple de l'association fraternelle des Alsaciens et Lorrains du département d'Alger, fondée en 1882. Pour comprendre la perspective locale de l'époque, il faut voir qu'au moment de la fondation du parrainage Metz-Blida, la libération de Metz n'a que 12 ans, ce qui a fortement marqué les acteurs, les personnes de l'époque. Par ailleurs, il faut voir aussi que le discours de Mondon n'est pas toujours crédible. Je cite une dernière fois son discours à Blida en 1956. Vos jeunes ont pu contempler l'activité de notre pays mosellan, qui emploie 15 000 travailleurs musulmans dans ses usines sidérurgiques. 2500 d'entre eux travaillent à Metz. Ainsi, la France ouvre ses bras à tous ses enfants, sans se préoccuper de la couleur de leur peau, sans souci de leurs croyances ou de leur idée philosophique. Au moment de cette déclaration, Raymond Mondon sait que tout Algérien, toute personne d'origine nord-africaine est suspectée par la police et la gendarmerie mosellane de soutenir le terrorisme et que la grande majorité des Algériens vit en Lorraine dans des conditions très difficiles. Déjà en septembre 1955,
le préfet de la Moselle avait demandé à la police et la gendarmerie d'effectuer, et là je cite, des opérations de harcèlement contre tout le milieu nord-africain afin d'intimider les nationalistes algériens. C'était que le début d'un processus durant lequel tout Algérien en Moselle allait devenir suspect et menacé, non seulement de la part des nationalistes du FLN et du MNA, mais aussi de la part des forces de l'ordre, sans parler des soldats démobilisés. C'est une autre histoire, mais comme on l'a vu, il ne faut pas beaucoup pour faire le lien avec celle du parrainage mesclidin. La guerre d'Algérie, ce n'est pas seulement des affrontements en Afrique du Nord. La métropole, la Moselle et Metz ont été profondément marquées par ce conflit qui, après 57 ans exactement, mérite la peine d'être rappelé dans toute sa complexité. Je vous remercie. Merci Lucas pour cet exposé. Bon, je pense qu'il y a certainement beaucoup de questions, mais les questions, on les fera après l'intervention de monsieur, j'ai oublié le nom, de monsieur Charles-Antoine. Et bon, toujours est-il que l'intervention de Lucas était très intéressante parce que Blida, c'est la ville des roses. Hein, on le verra tout à l'heure avec le film qu'on va vous présenter. Mais pour autant, le jumelage Metz-Blida n'est pas aussi rose que veut bien le laisser croire une certaine histoire qui a l'art d'enjoliver les choses, mais c'est beaucoup plus complexe et je remercie Lucas d'avoir bien montré cette complexité de la relation à ce moment-là entre Metz et l'Algérie dans un contexte d'Algérie française qu'il a fallu dépasser très largement après, mais le jumelage se situe bien dans ce contexte un peu ambivalent. Je vais donner la parole maintenant à M. Antoine qui va nous parler de son expérience et de sa vie à Blida. Bien, bonjour à tous. Je vais vous présenter une partie de l'histoire très fractale. C'est un témoignage, c'est ce que j'ai vécu personnellement, donc je ne suis pas un historien, je ne cherche pas à avoir du recul sur ce qui s'est passé. Je vais simplement relater ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti, et j'ai commencé à le ressentir très tôt. J'ai pris des notes. Je me présente rapidement. Charles Max, c'est important, Antoine, 80 ans. Je suis né à Hussindé. Hussindé, c'est un département, c'est une ville qui est à côté d'Alger. C'était la ville rouge. C'était la ville des communistes et des socialistes, la ville ouvrière. Je suis à Metz depuis 1961. Marié depuis 1965, avec Pierrette Antoine qui me filme. 2 filles, des petits-enfants. Je passe, tout est dans le meilleur des mondes. En 1851, un premier Antoine qui était gendarme a quitté la Haute-Marne. En devenant gendarme, en quittant la Haute-Marne, il était sûrement quelque part dans une ferme, avoir un métier sans vraiment un salaire, il devait être heureux, il avait enfin un salaire et enfin un statut, disons, qui lui permettait d'envisager l'avenir. Le voilà parti pour l'Algérie. Du côté maternel, du côté de ma mère, ce sont des Espagnols catalans qui étaient maraîchers dans les banlieues d'Alger. Pourquoi y a-t-il des maraîchers dans les banlieues d'Alger et des Catalans en particulier? C'est MacMahon qui un jour a eu son bateau dérivé et qui a découvert comment les Mahonnais, les Catalans mahonnais, cultivaient la terre. Donc il a incité les Mahonnais à s'installer en Algérie. Donc voilà mon double appartenance, à la fois catalane et à la fois haut-marnaise. Mon père a rejoint la police après avoir participé à la campagne dite de France en 1940. Il faisait partie de la 95e division d'infanterie. La 95e division d'infanterie a été décimée en 3-4 semaines. Il n'y avait plus que 400 survivants.
Mon père fait partie des survivants, il était motard, donc il n'était pas dans les blindés. C'est sûr que les blindés, en ce temps-là, c'était plutôt des cercueils. Fonctionnaire, il était privilégié. Fonctionnaire à USAID. Et il a visé régulièrement les Espagnols qui s'étaient battus pendant la guerre d'Espagne, mais qui étaient des républicains. Il les prévenait des mesures que prenait le gouvernement de Vichy contre eux. Le commissaire a eu une dénonciation. Mon père a boxé le commissaire. Je crois qu'il a battu au poing. Et le voilà muté à Blida. Il arrive à Blida, il se présente. Albert Antoine, muté disciplinairement. Et l'autre en face se lève, le planton, il lui dit Lucien Antoine, réfugié messin. Et voilà, nous voilà blidéens et à la fois nous avons des relations avec Metz. Dans le milieu de ma famille, j'ai retrouvé dans mon voisinage les mêmes choses que dans ma famille, à savoir que les gens étaient en tant que fonction, ils étaient ou fonctionnaires, ou artisans, ouvriers. J'ai un oncle qui était forgeron, un autre qui était tonnelier, un autre qui était maçon, un qui travaillait dans ce qu'on appelait en ce temps-là une ferme coloniale, ça appartenait au sucre béguin, parce qu'en Algérie, beaucoup de concessions étaient données à des sociétés françaises qui avaient les moyens de se payer ceci, quoique quelquefois c'était une grande illusion. Une autre voisine était une infirmière, elle travaillait à l'hôpital psychiatrique. À Blida, il n'y a pas de travail, si on n'est pas fonctionnaire. La base aérienne, à peu près 5000 personnes, donc ce sont des gens de passage. Il y a les civils qui travaillent à la base. Il y a un hôpital psychiatrique. L'hôpital psychiatrique, j'avais noté ça quelque part, 2221 lits. Un des plus grands hôpitaux psychiatriques de France. 1500 personnes y travaillaient. Vous voyez que dans la ville, ça avait du monde. Vous rajoutez à ça les fonctionnaires de la ville, puis ce qu'il peut y avoir, quelques artisans et autres, si bien que la ville n'est pas industrialisée. Donc si on n'est pas fonctionnaire, on a du mal à travailler. Or, pour être fonctionnaire, jusqu'aux années 40, il faut être d'origine française, prouver qu'on était français. Je vous laisse deviner la suite. Dans l'hôpital psychiatrique, j'en ai parlé tout à l'heure rapidement avec Lucas, je me suis trouvé un jour en face d'un jeune Martiniquais qui nous expliquait le fonctionnement de l'hôpital. Je vous dirais que je n'ai pas entendu grand-chose de ce qu'il disait, parce que je regardais les infirmières qui prenaient une douche. J'ai appris plus tard qu'il s'appelait France Fanon. C'est quand même important. Dans mes voisins, il y avait aussi un correspondant de presse. Le correspondant de presse, c'était un musulman, un arabe musulman, comme on disait. Les mots ne doivent pas vous heurter, les mots dans le contexte d'aujourd'hui n'ont pas le même sens que le contexte auparavant. Donc ce voisin-là était correspondant de presse, il était marié à une Européenne. Donc c'était un couple, ce qu'on peut appeler un couple mixte. Blida a 60 000 personnes, 10 000 Européens à peu près, pratiquement presque tous des fonctionnaires. C'est adossé à une ville. Blida, c'est des montagnes, et en bas, c'est un delta. Le delta, c'est la ville. J'ai découvert la ville en faisant l'école buissonnière. J'avais 6 ans. Alors là, je me suis promené dans les rues étroites de Blida. J'ai découvert, quand vous venez du Saint-Lé, qui est une ville européenne, Alger est une ville européenne, avec des grands bâtiments, on se serait cru à Lyon, ou à un faubourg haussmannien. Blida, c'est l'inverse. Il y a des quartiers, un quartier juif notamment, avec une rue Abdallah. Vous la verrez peut-être tout à l'heure dans le film. La rue Abdallah, c'est la rue commerçante. Elle est interdite aux carrioles et au soleil. Il faut dire qu'elle n'est pas très large. En écartant les bras, on arrive presque à toucher de chaque côté. Les commerçants, ce sont des juifs, des arméniens, disons, tout ce qui fait la Méditerranée se trouve dans cette rue. À côté de cette rue-là, en parallèle, il y a un grand boulevard. Et là, on est vraiment étonné de trouver ça. Le boulevard, il y a des que je regrette toujours, que je ne trouve pas. Si quelqu'un sait en faire, j'apprécierais beaucoup. Et on trouvait, les enfants sont accueillis partout. Un enfant se présente n'importe où, on l'accueille, on lui offre des bonbons, on lui offre à boire, il est accueilli. Donc cette partie-là, je l'oublie un peu. Adolescents, on prenait notre vélo et on partait à 20 km de là jusqu'à la plage, où on allait sur la montagne qui était adossée à la ville. L'ennui de la montagne, c'est que la route montait à 12 degrés après pour la pente. Donc pour monter, on mettait le vélo sur le dos, et pour descendre, à quelques chutes près, on allait assez vite. Jusque-là, on était des Européens, en France orientalisés. Et brutalement, on va devenir des Européens en Algérie. On va changer de statut. Je situe mes contacts avec l'arrêté algérienne au mois de mai 1845.
La guerre est finie, les troupes sont fêtées, elles font le tour de la place à Blida, et on voit rapidement la place est envahie par des chaouillards. Les chaouillards, pour nous, c'était les montagnards. Ils arrivent avec des bâtons, avec des fourches. Il faut dire qu'ils avaient subi des hivers avec 3-4 mètres de neige. Blida, c'est au pied d'une montagne. Et pratiquement, c'était la misère totale pour eux, le froid, le manque de la disette, notamment. Donc, ils ont envahi la place. À côté de moi, j'étais à côté des policiers, le commissaire de police a été balafré, a pris une grande balafre, et celui qui l'a balafré a été abattu. J'ai pris mes jambes à mon cou et je suis rentré à l'école. Lucien Antoine, qui était à Blida à ce moment-là, s'est trouvé rapidement, au cours d'une de ces soirées, déshabillé. On lui a pris ses vêtements de police, on lui a pris son arme, et il s'est trouvé tout nu dans la rue. Je ne sais pas qui l'a hébergé. Il a décidé de rentrer à Metz. Il est rentré à Metz très rapidement et il nous a dit « l'Algérie, c'est fini ». On a reçu des coupures de journaux, j'en ai une là sous la main, c'était le Lorrain, c'est ça, le Lorrain. Dans les années 1945, le Lorrain parlait déjà du problème algérien, des réunions qui avaient lieu à la Soumane, de Ferrat Abbas et l'inquiétude que ça pouvait soulever. Donc vous voyez déjà, on parlait du problème algérien en 1945 à Metz. Les fonctionnaires avaient droit à une participation à un voyage à Metz, en France, pardon. Donc pour nous, tous les 2 ans, mon père cumulait ses congés et on venait à Metz. Donc j'ai découvert Metz, alors que je ne connaissais la France que... Bon, je connais de Metz que, disons, des images, hein, dans ma tête, c'était des timbres qui imaginaient la France. C'était « Connais-tu mon beau village, ici tu es au bord de l'eau », c'était des choses comme ceci. Mais pour payer le voyage, ça ne suffisait pas. Alors on avait loué un terrain avec des orangers. La vente des orangers payait la location du terrain. Ça n'a pas changé, hein, les gens se débrouillent toujours. Hein. La vente des orangers payait la location du terrain. On y ajoutait sous les orangers une plantation de chrysanthèmes que l'on vendait à la Toussaint. Et les chrysanthèmes faisaient l'apport. Quand je suis arrivé à Metz, j'ai découvert qu'on ne plante pas sous les arbres. On peut planter sous des orangers, on ne plante pas sous des mirabeilliers. À croire que là-bas, les racines descendent, et ici, les racines sont à l'horizontale. Pour moi, la France, je me dis, c'était un poème. Quand je suis rentré à Blida, alors là, j'étais quand même un gamin, j'avais 12 ans, mes petits copains me disaient, mais c'est comment la France? Alors j'ai la France, tu ne veux pas savoir. La Moselle, c'est comme Haute-Québir, mais il y a de l'eau en été. Les prairies, il y a plein d'herbe. Alors l'herbe, elle est comme ça l'été, alors l'hiver, je ne te dis pas, elle doit être comme ça. Bon, alors c'est pareil. Quant à la mirabelle, alors là, vous ne pouvez pas croire, c'est une prune qui est douce jusqu'au noyau. Parce que les prunes en Algérie sont douces, mais pas jusqu'au noyau. Je ne vous dis pas, quand je racontais ça, je passais pour un Marseillais. En février 1953, j'ai acheté le journal et le titre c'était « Dien Bien Phu est tombé ». Bon, je l'ai là parce que j'ai plein de journaux que j'ai ramenés. Dien Bien Phu est tombé. Et pour nous, dans les familles, Dien Bien Phu qui tombe, c'est déjà un coup de semence et l'horizon qui s'assombrit. Ce qui se passe quelque part dans des colonies aussi lointaines, pourquoi pas dans l'Algérie, qui a beau être des départements français depuis relativement peu, était quand même, ce que disait Lucas tout à l'heure, il y avait des relents de colonies qui persistaient. La fissure, je la situe au 1er novembre 1954. On était parti pêcher quelque part autour j'allais dire Metz, autour de Blida. Quand j'ai dit on allait pêcher, je vous rassure, à part quelques tortues et quelques anguilles, on n'est pas grand-chose. Mais enfin, on a eu le plaisir de sortir. Là, des bergers nous ont jeté des cailloux, nous ont jeté des pierres. C'était le début des événements. Donc le FLN, le MNA ont commencé à inciter les Algériens à se soulever. Pour nous, c'est se limiter à ça. Au fil de mois, je vais reprendre certaines choses qu'on dit tout à l'heure, mais d'une autre façon, c'est telles que je les ai ressenties. Au fil de mois, les décisions politiques vont s'accélérer. On change de comportement. Censure de la presse. Internalisation lors de la conférence de Bandung. Et là, j'apprends que c'est Frantz Fanon qui est dans la... Vous voyez un peu que j'avais loupé quand je regardais les filles prendre une douche. Et bien Frantz Fanon, il était à Bandung. Trop tard pour les voir. Le couvre-feu est décrété. Le soir, les rues doivent être désertes.
à compter de 20 heures. Pour garder les bâtiments civils, certains Européens sont mobilisés. Ils partent le soir avec un treillis et un fusil Lebel. Fusil Lebel, c'est un fusil qui doit faire à peu près 1,80 m, pour pas dire d'1 mètre. C'est un fusil qui était plus fait, disons, de nature à réconforter qu'à défendre. Parce que pour défendre avec un fusil comme ça, on avait le temps largement de vous taper dans le dos. Nous voici dans les années de jumelage. Alors effectivement, ce qu'on a dit tout à l'heure au niveau des jumelages, je compléterai quelque chose. Dans une ville où il y a 10 000 Européens et pratiquement 50 000 Arabes, musulmans, qui ne sont pas concernés par ce qui se passe par la France, il est évident que dans les 10 000 Européens, il y avait des Corses, il y avait des Bretons, il y avait toutes les régions étaient là. Donc peu de gens étaient vraiment concernés. Donc c'est vraiment une décision politique qui n'a pas eu d'impact. En Moselle, il y a eu des quêtes, on a fait beaucoup d'efforts pour amener un soutien moral à l'Algérie. En réalité, c'est tombé un petit peu à plat. En ce temps-là, les politiques, au moment des jumelages, il n'y aura aucun ménagement contre la sédition, aucun compromis. Les départements français d'Algérie continuent une partie de la République française. Ils sont français d'une manière irrévocable. Pierre Mendès France. L'Algérie, c'est la France. Et là, je m'adresse à vous. Qui d'entre vous, mesdames, messieurs, hésiterait à employer tous les moyens pour préserver la France? François Mitterrand. Quant à Guy Mollet, on l'a évoqué tout à l'heure, il a pris des décisions importantes, il a rappelé les classes 51 et 54, et il a confié à l'armée les pouvoirs de la police. Mon père était dans la police. Donc il s'est vu brusquement, comme il fallait, chaque fois qu'il avait quelque part une opération qui se faisait, il fallait qu'il y ait un policier avec eux. Donc mon père, il faisait fonction d'officier de police, il avait un barda près de la porte, il était réquisitionné à n'importe quelle heure. Donc on venait chez nous à 2 h du matin, comme on venait à 15 h, il fallait qu'il parte. Et pourtant, l'ambiguïté continue. Vous vivez dans un pays qui bouillonne dans tous les sens, et on vit, bon, je reprends l'expression, on vit comme si. C'est une expression d'un philosophe allemand des années 1911 qui avait découvert que dans la vie, on vit comme si demain il ferait beau, comme si demain on avait la santé, comme si demain, etc., etc. Donc on vit tous dans le comme si. Autant je pense que Arthur Kessler a rempli ça dans un livre, et il a dit on vit comme s'il n'y a plus de péril atomique. Donc vous voyez que le comme si existe toujours. Blida a changé. Comme Guy Mollet avait réquisitionné, avait rappelé les troupes, nous voilà envahis, c'est le cas de le dire, par un tas de blindés, j'appelle ça des GMC, qui ont circulé en nombre, des casernements qui se créent partout. Et la présence des jeunes européens qui augmente d'une façon considérable. Tous ces jeunes militaires qui arrivent, ils ont 20 ans. Dans une ville où il y a 10 000 Européens, faites le décompte pour voir s'il peut y avoir comme jeunes de 20 ans. Donc la population jeune est pratiquement multipliée par 2, voire par 3. Le problème, c'est que moi, autour de moi, j'étais relativement rassuré par tout ça, mais mes copains arabes me disaient « Mais vous partirez, vous êtes comme les sauterelles !» Ah, ça tombait bien. L'Algérie a été une terre de colonisation. Aujourd'hui, c'est vous. Avant, c'était les Turcs. Avant, c'était nous, les Arabes. Ici, il y a toujours un avant. Un avant est toujours ponctué d'un sourire, et ça se terminait par Mektoub. Quant à nous, nous sommes fouillés régulièrement, interpellés. La grève des commerçants est imposée. Je me promène dans la ville est morte. Il y a une ville morte, c'est une ville dimanche matin, quand tout est fermé. Et je vois un trac devant la boutique de Mozabit, qui était notre commerçant. Quand le trac a commencé à accrocher après la ridelle, après le rideau du magasin, il a accroché son anneau. Le Mozabit est vite sorti, car Blida, les commerçants étaient des Mozabites. Les Mozabites est vite sorti et il a monté son rideau. Force, il y a la force. Et la loi reste la force. L'annonce du 21 juin que le maire de Blida va être reçu par Raymond Mandon, ça nous amène une bouffée d'espoir en se disant ça y est, ça devient presque irréversible, on se fait du souci pour rien, l'Algérie restera française. Mais le problème, c'est que je vis au milieu d'Algériens et je vis dans des quartiers où j'entends de tout et les gens me parlaient facilement de tout. On commence 7 mois à l'étude, on parle de ce qui peut arriver, de ce qui peut se faire, de ce qui peut se dire.
Et parmi nous, on commence à voir des musulmans qui deviennent extrémistes, d'autres qui hésitent encore, d'autres qui sont encore du côté de la France, mais c'est pas très sûr. Un matin, je joue à la pétanque et je m'arrête pour regarder défiler une division d'infanterie. Une division d'infanterie, c'est important, hein. C'est une heure de démonstration. Un sentiment de sécurité me gagne. Je me dis, oh, quelle force, c'est impressionnant. Hein. Vous savez, c'est comme on est devant une grosse moto, hein. On a l'impression qu'on a le tonnerre et les éclairs avec nous. Ali, mon ami qui est à côté de moi, il me dit, mesquine. Alors là, je ne vous dis pas. Je le regarde, il me dit, tu sais, tu vois ceux-là. Moi, dans le Djebel, qui me dit, on leur tire 2 coups de fusil, ben, ils ont peur. Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec leur camion? Ils partent dans tous les sens, ils ne peuvent pas. Ça n'a impressionné guère. Plus tard, je verrai défiler la 10e division de parachutistes. Là, c'est pas pareil. Ce sont des troupes légères, c'est plus la même conception du combat. Moi, je me rendais au lycée avec Ben Gerboura, c'est un de mes amis. Les parents l'ont arrêté. Moi, je ne pouvais pas l'aider. J'étais à côté. On arrête. Quand on arrête, il y a une sélection dans l'arrêt. Hein. C'est pas pile ou face. Hein. C'était systématiquement les musulmans. Alors, les suspects posaient la tête contre le mur, les bras levés, les jambes écartées. Les paras les palpaient. Alors, je lui dirai un mot sur les paras de Bichard. Ils portaient un treillis ajusté. Un treillis bariolé ajusté. Une casquette à la place d'un casque. Ces dehors qui cachaient, ça leur donnait une confiance, une attitude de sûreté. Rien ne pouvait leur arriver. Drapés dans l'illusion d'un succès inévitable. Alors, ça synthétisait la témérité, mais pour d'autres, c'était le péril. Voir un para, c'était rassurant pour certains, et pour d'autres, c'était le péril. On a repris notre route. Donc, ils ont lâché Ben. On a repris notre route. Je ne savais pas quoi lui dire. Je ne sais toujours pas. Je culpabilise encore. Le boulevard perdait son sens. Au quotidien, nous sommes sous tension permanente. Mon père, pendant les repas, il tirait toujours la table de lui. Alors nous, ça nous faisait rire. Parce qu'on disait, dans le fond, dans le Laurel Hardy ou chez Gros, ils font pareil. Ils tirent le piano, mais ils n'avancent pas le fauteuil. Non, mais mon père tirait la table parce qu'il voulait de son fauteuil, de sa chaise, regarder la porte pour voir si personne n'entrait. Nous, on n'y pensait pas. Vous voyez bien qu'on était complètement déconnectés des soucis des adultes. Il faut dire qu'il a eu 6 attentats. Pour d'autres policiers, la première balle était la dernière. Un après-midi, mon frère a été enlevé. On a voulu le noyer de son éconduite de la ville, et il était relativement bon coureur, il a réussi à s'évader, et puis, disons, ça donnait lieu à un article dans le Républicain lorrain. On a eu une avalanche de courriers de Saint-Julien-les-Messes, où beaucoup de familles, certaines familles, voulaient nous prendre en charge. Ils disaient à mes parents, on voudrait prendre les enfants, envoyez-nous les enfants. À l'inverse, les gens de Saint-Julien, quand ils venaient, peut-être de Metz, mais de Saint-Julien, c'est sûr, lorsqu'ils venaient en Algérie, du coin de Blida, ils débarquaient chez nous, et mes vêtements ont été plus souvent usés par eux que par moi-même. En vacances à Metz, j'ai découvert, il y a eu moins de censure en Algérie, et là j'ai découvert que dans d'autres pays, les mêmes événements se produisaient. À Chypre, en Israël, au Pakistan, et partout, les gens, il n'y avait pas de solution. C'est-à-dire qu'il y avait des conflits entre eux, et après il fallait qu'ils se séparent. C'est-à-dire qu'il y avait systématiquement divorce. Et je me disais, dans le fond, si c'est comme ça ailleurs, pourquoi pas chez nous? Alors on envisage tout, hein. La scission d'une partie d'Algérie, Pierre Mendès France avait envisagé qu'une partie du département d'Alger servirait de regroupement. Enfin, je vous passe les différentes notions politiques. Tout était prévu. Mais que penser quand mes amis arabes me disaient, parce qu'il y avait toujours, m'excuserez pour l'expression, il y avait un autre son de cloche. La cloche, c'est des deux côtés, là. Il y avait un son de cloche. Il me disait, mais le Maroc et la Tunisie sont indépendants. Quand un oiseau, tu coupes les ailes, mais il ne vole plus. Et chaque fois, c'était donc ce genre de contre-pouvoir qui venait, ou de contre-propos. En 1957, on en a parlé tout à l'heure, l'ONU va consacrer une session en Algérie. Le FLN décrète, alors le FLN, là c'est important, va décréter une grève générale des musulmans sur tout le territoire algérien. L'opération est capitale. Il faut créer un fossé entre les deux populations, et mais aussi assumer la suprématie du FLN sur le MNA.
Devant le lycée, les étudiants arabes sont assis. Ils font l'objet d'une traque permanente, une traque double. Tout à l'heure, Lucas l'a évoqué, c'était valable ici comme là-bas. La traque, ils sont pris entre l'armée et le FLN. Alors, Zébouk, mon ami, je vous en parlais tout à l'heure, il m'apprend qu'il aurait interdit de continuer leurs études. Il aurait demandé de rejoindre la rébellion. Les interdits étaient clairs. Ne plus travailler chez les Européens, ne plus fumer, ne plus boire, ne plus s'habiller à l'européenne, etc., etc. Donc, des interdits, il fallait qu'il y ait une rupture. Donc, pour moi, on s'est aperçu brusquement que quelque part, ça devenait inéluctable, que la séparation allait arriver quoi qu'on fasse. Dans mes comportements, j'arrive à convaincre mes parents que l'avenir de l'Algérie, ce n'était pas notre futur, qu'il fallait changer absolument. Et on a pratiquement, j'ai abandonné mes études à ce moment-là, et je suis rentré dans l'armée, j'ai devancé l'appel, je suis rentré dans l'armée, et mes parents ont rejoint Metz en 1961. Donc nous ne sommes pas des rapatriés, on est venu volontairement à Metz, en quittant quelque chose en Algérie qui n'était plus notre avenir. Mes parents sont arrivés à Metz, mais ils sont arrivés par Marseille, comme tous les gens qui arrivaient par Marseille. Le cadre de déménagement a été ouvert, on nous a piqué la moitié de ce qu'il y avait à l'intérieur. La voiture, on a perdu les suspensions des voitures, on nous a déchargé brutalement pour qu'elles puissent plus rouler. Donc on est arrivé à Metz avec un Cara, en mettant une tournée plus que prévu. Donc voilà rapidement ce que je voulais vous signifier dans ce que j'ai vécu en Algérie, donc tel que je l'ai vécu en tant qu'adolescent. Par la suite, donc là, plus tard, ce qu'on peut appeler la guerre d'Algérie, c'est une autre histoire. Hein. C'est pas celle d'un enfant, c'est pas celle d'un adolescent qui a eu des tribulations et qui a échangé beaucoup avec des Algériens. Je terminerai avec deux choses. J'étais à Metz depuis longtemps, c'était il y a 2 ans, vous voyez donc c'était il y a très longtemps. J'ai retrouvé un de mes amis que j'avais perdu en Algérie, il s'appelait Brahim Zerouki. Il a publié un livre qui s'appelle Bleu Permanent. Quand ce livre a été publié, les journaux Le Monde et autres l'ont pris pour développer toutes les thèses contre ou pour la torture. Puisque lui, quand il m'a quitté au lycée, je l'ai vu partir, dans l'instant, il a été arrêté par les paras, il a été torturé et il a voulu rejoindre le FLN. Le FLN, dans ce temps-là, avait choisi ce qu'on appelait la Bleu 8, de ne pas garder dans son sein des étudiants musulmans et d'en égorger une grande partie. Donc lui, dans son livre, il raconte son histoire, comment il a échappé à tout ça. Il est retourné en Algérie, il a continué à vivre, il vit actuellement en France, dans une banlieue. Quant aux autres familles, les autres familles mixtes, j'ai le cas de ma famille, donc j'ai un oncle qui avait épousé une Kabyle, il a dû fuir l'Algérie rapidement, puisqu'il était pris en étau entre les deux comportements, soit du FLN, soit des pieds noirs. Il a rejoint la ville de Sarlat, pratiquement sans rien, sans un sou, sans rien, avec une femme enceinte et 5 gosses. La Croix-Rouge l'a pris en charge et il s'en est bien trouvé, il est resté là-bas, et sa famille aussi. Donc je suis à Metz depuis 1961, apparemment pour quelque temps encore, je l'espère. Merci beaucoup. Bien, merci pour ce témoignage émouvant et très riche. Je retiendrai juste une phrase de ce que vous avez dit et qui marque bien la transition quand vous avez évoqué, d'abord vous étiez des Européens orientalisés et puis vous êtes passés à des Européens vivant en Algérie, ce qui marque bien le passage de l'un à l'autre. Merci pour ce témoignage important. On passe maintenant au débat avec la salle et a priori, si tout va bien, également avec des participants qui sont au Fab Lab d'Alger. Et bien voilà, bonjour à vous. Vous êtes les bienvenus. On vous voit à l'écran et on fera comme si, puisque c'est la philosophie que vous nous avez apprise tout à l'heure, on fera comme si vous étiez dans la salle et on vous souhaite la bienvenue et on est très content que vous participiez avec nous à ce débat qui sera donc un débat franco-algérien des deux côtés de la Méditerranée
ici à Metz et vous en Algérie. Donc la parole est à vous. Si vous avez des questions à poser, soit en Algérie, soit ici dans la salle de Metz, il y a un micro qui doit circuler normalement. Il y a 2 micros même qui peuvent circuler. Et Marie Braga va s'en charger. Je vais combler, je vais remercier les Algériens d'être là aujourd'hui, le 5 juillet, parce que c'est la fête nationale en Algérie, plus la grande marche et surtout ceux qui ont fait le chemin de Blida jusqu'à Alger. Merci beaucoup, merci à Campus France et merci à Mehdi qui a organisé ce Facebook Live et ce duplex en Algérie. On parlera plus avec eux à la fin, surtout sur l'avenir, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour l'avenir. Bien, il y a une question ici, allez-y monsieur. Vous dites juste en 2 mots qui vous êtes et puis après vous posez votre question. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Nassim. Là, attendez, on n'entend pas, voilà, alors recommencez, vous vous appelez Nassim. Bonsoir, je m'appelle Nassim de Metz, d'origine arabe algérienne, de Schleuf, franco-algérien. Et donc je remercie l'association TCRM, TCRM d'avoir organisé cette conférence et de l'avoir fait en ce jour de la fête d'indépendance algérienne. Là, vous m'entendez comme ça. Alors, ma question se tourne pour M. Hart, parce que j'ai étudié l'histoire comme vous. Je voulais vous poser la question par rapport aux jeunes qui sont partis en colonie en France, ceux qui étaient d'origine arabe. Est-ce qu'on peut comparer par rapport aux élites indigènes, entre guillemets, c'est-à-dire que le fait qu'ils viennent en France, est-ce qu'il n'y avait pas une tentative d'acculturation et une volonté un petit peu de créer une jeunesse favorable à l'Algérie française? Est-ce qu'on n'aurait pas ça? Et d'autre part, je voulais savoir, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce qui s'est passé le 3 septembre 1961 au Trianon en Montigny, si vous avez cette élément. C'était pas le 3 septembre, c'était le 23 juillet. Un autre événement qui s'est passé. Ah, il y a un autre événement? Oui, oui. C'est bien, donc on a encore la possibilité de faire une autre conférence dans 1 an. Merci beaucoup. Alors effectivement, comme je vous ai dit, j'ai vu très peu de sources sur le déroulé concret de ces colonies de vacances. Je pense que le seul indice que je peux vous donner, c'est une réflexion de ce fameux conseiller technique pour les affaires musulmanes, le CTAM, qui à l'époque fait pression pour que les enfants musulmans soient repartis avec le plus grand nombre d'enfants, soient repartis dans des colonies avec un très grand nombre d'enfants européens. C'est-à-dire que, on essaye vraiment de les isoler, qu'ils ne restent pas en groupe entre eux, et donc, on essaye clairement qu'il y ait un effet d'acculturation, comme vous dites bien. Ouais. En fait, ce qui est derrière, ce qu'on voit aussi dans des réflexions du 5e bureau, après, qui se charge aussi de cette, qui s'intéresse aussi à cette question des échanges, c'est qu'on espère en fait que les enfants algériens aient une bonne expérience en France et qu'ils reviennent ensuite en Algérie pour parler un petit peu autour d'eux que quand même ce qu'a fait la France pour eux, qu'ils ont passé un bon séjour là-bas, qu'ils ont été bien accueillis, etc. C'est ce qu'on espère. Voilà. Et le 3 septembre 1961. Alors le 3 septembre 1961, je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé à ce moment-là. Je vais vous redonner la parole. Oui, mais ça m'intéresse beaucoup, allez-y. Ce qui s'est passé le 3 septembre 1961 au Trianon. En fait, ce qui s'est passé, il y a eu une opération des réseaux FLN qui avait été faite contre un café où il y avait des paras qui se réunissaient, principalement, je crois que c'est des hackers, je ne suis pas sûr, et il y a eu des victimes. Je ne sais pas si c'est par plasticage ou par mitraillage. Et en fait, c'est représailles par rapport aux violences qui ont été faites dans les événements que vous avez dit qui étaient en fait. Non, mais c'est le 23 juillet. C'est plutôt le 23 juillet 61. Le collectif est né de là, en fait, de cet attentat du 23 juillet 61. Donc, voilà, je pense qu'il y a juste, dans la temporalité, voilà. Mais il y avait eu des mitraillages avant, plus des choses aussi sur Nancy aussi. Alors, sur cette nuit du 23 juillet, il y a énormément de rumeurs qui circulent à Metz sur cette histoire. Et qui sait si... je pense qu'on n'aura jamais la version
objective de l'histoire, si elle existe, question très, très théorique. Mais moi j'ai regardé les archives de la gendarmerie, de la police judiciaire aussi, qui ont fait des très longs rapports sur le sujet après des vastes recherches. Et ils ont exclu cette possibilité d'un attentat à FLN. C'est-à-dire qu'il y a eu, la veille, en fait, il y a eu une altercation. Merci beaucoup. entre un Algérien entre un groupe d'Algériens et 2 soldats français. À ce moment-là, un des Français a été blessé. Et le jour après, c'est-à-dire cette fameuse nuit du 23 au 24, un grand groupe de parachutistes s'est rendu au Trianon pour donner une leçon en fait à ces Algériens en espérant de les retrouver. Et c'est dans ce climat en fait qu'il y a eu cet affrontement d'abord entre individus et ensuite il y a des Algériens qui ont tiré dans ce bar, qui ont tué un parachutiste, qui ont tué le barman, et suite à ça des membres du premier régiment de chasseurs parachutistes et d'un autre régiment ont fait une véritable chasse à l'homme dans tout Metz, et en essayant de mettre la main sur le plus grand nombre possible d'Algériens qu'ils ont pu rencontrer. Et ouais, voilà, plus ou moins. Il y a un article, j'ai écrit un article là-dessus qui est beaucoup plus précis et beaucoup mieux formulé que je peux le formuler maintenant, qui se trouve sur le site histoire@politique. Vous vouliez rajouter quelque chose? Je voulais savoir si dans cette chasse à l'homme, il n'y avait pas aussi des Italiens, des gens qui étaient typés à Arles, qui auraient attaqué aussi. Oui, voilà. Enfin, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, mais il y a même le consul italien, je crois, qui s'est plaint auprès de la mairie à cause des dégâts qui ont été portés à un de ses concitoyens. Donc en fait, c'était comme dans toutes les chasses à l'homme, qu'on ne demandait pas le passeport ou quelque chose comme ça avant de taper, mais c'était vraiment dans l'immédiat la réaction. Bien, vous nous donnerez votre adresse et mail, et puis on vous enverra de la documentation pour bien cibler que c'est le 23 juillet. Peut-être il s'est passé quelque chose le 3 septembre de la même année, mais ça, on regardera par la suite. Il y avait une question là tout devant, je vous passe le micro. Merci. Oui, c'est une question pour Monsieur Hart également. Je voulais, c'est deux questions. La première, c'était de savoir ce jumelage qui démarre en 56. Il s'inscrit évidemment dans une période particulière du conflit franco-algérien, 56. C'est encore la période. Alors je voulais, c'est la question. Ma question, c'est est-ce que c'est un moment où on croit encore que l'Algérie va rester française, et notamment des élus comme le maire de Metz? Ou est-ce que c'est une entreprise un peu désespérée? Ça, ce serait la première question. Et la deuxième question, vous avez expliqué qu'on est passé d'une initiative municipale à quelque chose d'étatique, c'est-à-dire que l'État a repris la main. C'est quoi la logique derrière ça? Est-ce que c'était avec, comme vous disiez, le fameux conseiller technique? Je sais que ces personnes, ces conseillers-là, ils avaient un rôle de contrôle des musulmans ici en France et notamment en Moselle. Est-ce que, voilà, pourquoi l'État reprend la main? Est-ce qu'il reprend la main d'ailleurs? Ou est-ce que ça devient une affaire trop sérieuse et donc c'est l'État qui veut gérer cette situation, enfin ces rapprochements? Voilà, la première partie, c'est recontextualiser en fait le moment du jumelage dans le conflit 56 et puis ce qui va suivre, et puis savoir pourquoi l'État reprend la main, si vous avez la réponse bien sûr. Merci. Alors, il y a plusieurs réponses. Enfin, je vous ai montré comment la question du parrainage et de la guerre d'Algérie divise même le conseil municipal à Metz. C'est-à-dire enfin, ce qui est très clair, c'est que tout le monde est conscient que l'Algérie française est en péril. Et bien sûr, un bon nombre de
des personnes de tout genre, enfin, espèrent encore de sauvegarder l'Algérie française et donc essayent d'employer tous les moyens possibles pour faire en sorte que l'Algérie demeure française. En revanche, d'autres personnes espèrent évidemment que l'Algérie sera indépendante, donc c'est assez divisé. On peut dire que même au sein de la classe politique, et aussi plus tard, même au gouvernement, on sait au moment du putsch, ou plus tard, que même au sein de l'armée française, enfin les positions sont très divisées là-dessus, à quel point il faut mener jusqu'au bout cet idéal de sauvegarder l'Algérie française. Donc c'est déjà aussi le cas en 1956. Et juste une toute petite remarque, c'est pas en 54 qu'on commence à se poser cette question, et c'est pas non plus en 45. Enfin la question, le nationalisme algérien, c'est quelque chose qui date de l'entre-deux-guerres. C'est une question qui est beaucoup plus ancienne. Et la deuxième question, ça rejoint un petit peu ce que je viens de dire. En fait, l'initiative du gouvernement, c'est de rendre beaucoup plus efficace la propagande pour le maintien de l'Algérie française. En fait, ce qu'on essaye, c'est de mobiliser un maximum, non seulement quand je parle des colonies de vacances, etc., et des enfants algériens qui ont été amenés en France pour voir que quand même la France est bien, etc., c'est seulement un côté, mais ce qui est encore peut-être encore plus important, c'est de mobiliser l'opinion métropolitaine pour l'Algérie française, en fait. Donc ce réseau qui va se créer, enfin c'est quand même 76 conseils départementaux qui votent ce projet de Michel Debré, qui est un ardent de l'Algérie française, enfin très important. On mobilise la classe politique régionale pour faire un vote pour l'Algérie française et pour étendre le sujet au-delà des liens des parrainages qui existent jusqu'à ce moment-là. Et on essaye donc de professionnaliser les échanges, d'étendre les échanges. Et comme on a vu tout à l'heure dans la première image que j'ai montrée, ce lien entre les parrainages, elle concerne surtout les communes qui sont sur la côte, en fait. C'est-à-dire que c'est surtout des communes où il y a une majorité d'Européens qui vivent là, alors que ce qu'on appelait les communes mixtes de l'époque, ils ne sont pas du tout concernés, en fait, par ce qu'on appelle les parrainages. Donc, en fait, jusqu'en 58, 59, on peut parler surtout d'un échange franco-français en époque, et qui s'appelle Français-Algérie. Mais avec ce grand projet lancé par Michel Debré, en fait, on parvient quand même à étendre ce réseau à toute l'Algérie et à faire des belles images, comme je vous l'ai montré sur le PowerPoint. D'autres questions? Didier de Merck. Oui, c'est une question pour M. Antoine. On vient de parler de ces personnes de Blida qui sont venues en France, en colonie de vacances en France. Est-ce que vous, quand vous étiez enfant à Blida, à la même époque, vous avez entendu parler de ces échanges-là, ou bien c'était c'était vraiment quelque chose qui n'était pas connu? Le fait de venir à Metz régulièrement, puisqu'on a commencé à venir en 1950, faisait que pour nous, le moindre article, le moindre sujet qui parlait de Metz, y compris de l'équipe de football, nous concernait. Mais le milieu était relativement court, c'était dans notre famille. Les Corses n'étaient attirés que par la suite. D'ailleurs, dans les journaux algériens, c'était l'Écho d'Alger notamment, il y avait des rubriques sur les Corses avaient leur association, l'autre c'était la betterave pour le centre pour l'Oise, les Bretons avaient leur association, si bien que je parle bien des Européens, étaient relativement peu concernés. C'est un peu comme lorsque vous avez, j'en ai parlé avec Lucas, c'est un peu comme lorsque vous avez
des jumelages entre 2 Lions Club ou deux clubs de service. Ça ne concerne pratiquement que les gens qui sont dans ces clubs de service et peu les autres. Blida a 10 000 Européens, pratiquement 50 000, 60 000 musulmans et arabes qui ne sont pas concernés, qui ont des consignes pour rejeter ce qui vient de la France. Donc ça va plus loin que ça. Ils rejettent déjà ce qui vient de nous. Moi je me suis trouvé dans ces situations-là. Donc effectivement, si on commence à faire le côté fractal et division de l'événement, ça concerne peu de gens. Et j'étais relativement étonné lorsque j'ai appris depuis quelques jours ce qui a pu se passer en Moselle. On ne pensait pas qu'il y avait une association aussi importante. Alors quant aux jeunes qui sont venus à Metz, effectivement, il y avait relativement peu de musulmans, et plutôt, ce que vous venez de dire, les jumelages se sont faits avec des villes qui sont à caractère européen. L'Algérie a toujours été... La conquête de l'Algérie, ça a toujours été la côte, jamais l'intérieur. Depuis les Romains, ça a toujours été. C'est pratiquement que la côte. Donc, effectivement, il n'y avait pas de pénétration de cette idée. Elle n'a pas... À la limite, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps à des copains blidéens. J'aurais posé la question. J'étais en réunion à Nîmes avec des blidéens. Ben, il n'y en a plus d'un qui est tombé des nues en apprenant que Metz était jumelé avec Blida. Donc ça avait une grosse résonance ici, mais peu là-bas. D'autres questions? Vous avez le micro. Une question un peu sensible. Quelles sont les communautés religieuses qui sont présentes à Blida et est-ce que, s'il y en a plusieurs, est-ce qu'il y a des échanges entre ces communautés ou c'est très cloisonné? Je réponds. À Blida, il y a la communauté catholique et chrétienne qui est assez présente. La communauté juive est plus présente dans l'Oranie algérien, donc je ne sais pas trop si on a beaucoup à Blida. Et donc il y a toujours des liens, et parce qu'on a aussi l'évêché diocèse algérien quand même très actif, et on l'a vu récemment avec, on appelle ça la béatification des martyrs, voilà, qui a lieu à Oran. Donc il y a quand même encore une communauté assez importante chrétienne en Algérie. D'autres questions? Allez-y, madame. Oui, bonsoir à tous. Donc, je remercie le TCRM Blida d'organiser cette soirée avec le collectif Juillet 61. Le collectif Juillet 61. Oui, il y en a que pour William Schumann, mais il y en a pas pour M. Lima. Alors, en tout cas, très heureuse d'être parmi vous avec mes amis. Et donc voilà, je vous remercie pour tout ça. Et je voulais juste faire un petit rappel pour cette année 1961. Au mois d'octobre, le 17 octobre exactement 61, il y a eu un énorme massacre, une énorme tuerie à Paris. Et c'est bien de le rappeler pour pas que ça tombe dans l'oubli et pour qu'on fasse un travail de mémoire, justement en mémoire à ces martyrs qui sont tombés à Paris. Voilà, juste un petit rappel. Vous avez raison. C'était un énorme massacre, on en parle souvent rapidement, mais pas assez en mon goût. Voilà, pour pas que ça tombe dans l'oubli en fait. C'est un travail de mémoire. Merci beaucoup. Ça fait partie de nos objectifs de faire vivre cette mémoire, aussi désastreuse peut-elle être pour l'histoire de France, mais il faut quand même pouvoir la rappeler. Moi j'avais une... Oui, alors madame a une question. Bonjour, Anne Ferré, je suis membre du mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Donc nous nous sommes réjouis à l'annonce de cette conférence parce qu'effectivement un de nos objectifs c'est que cette mémoire du passé récent puisse être partagée dans notre pays par ceux qui ont vécu cette histoire d'un côté ou de l'autre. Et on pense aujourd'hui que peut-être certaines personnes ont des parents d'un côté, des parents de l'autre. Donc ma question portera sur l'autre titre de la conférence, c'est-à-dire demain. Mais j'aurais une demande à faire aux citoyens et aux élus de la ville de Metz. Mon organisation, dans le cadre du Centre mosellan des droits de l'homme, a demandé au maire de Metz de baptiser une rue
ou une place ou un monument du nom de Maurice Audin. Donc je dis brièvement, Maurice Audin était un jeune universitaire à l'université d'Alger. Il était membre du parti communiste algérien et il a été enlevé par l'armée française. Il est mort sous la torture quelques heures après. Et pendant 60 ans, c'était en 1957, pendant plus de 60 ans, l'État français faisait état d'une fable disant qu'il était mort dans une tentative d'évasion. Donc en septembre dernier, le président de la République a rencontré la veuve de Maurice Audin, décédée depuis. Il a assumé le fait qu'on avait pendant 60 ans raconté une fable et que Maurice Audin, français mais qui se vivait algérien et solidaire du peuple algérien, avait été assassiné par l'armée française. Donc notre souhait pour construire cette mémoire partagée par tous serait qu'à Metz aussi on honore la mémoire de Maurice Audin. Le maire de Metz nous a répondu favorablement, mais nous souhaiterions que cette réponse puisse être concrétisée assez rapidement. Merci. Bien, je vais laisser répondre Selima Saadi, et juste pour rappeler aussi à Selima, elle est membre du collectif, donc elle le sait. Nous avons aussi une autre demande par rapport à la ville de Metz, c'est qu'il y ait une rue qui porte le nom du 23 juillet 1961 en mémoire de ce qui s'est passé et qui était tout à fait inadmissible, en mémoire de ce qui s'est passé le 23 juillet 1961. Maintenant, pour l'autre rue, je laisse la parole à Selima. Donc nous allons utiliser notre casquette de lobbying, William, Anifa et moi, pour faire accélérer cette demande. Et moi, j'irai même plus loin, parce qu'à Metz, excusez-moi, je vais faire ma féministe, je fais une parenthèse, après j'aurai une question quand même aussi. C'est que aussi, c'est de trouver aussi des noms de femmes, voilà, par rapport à ça, et par rapport à cette histoire. Donc aussi, on y réfléchit, mais aussi, nous, c'était important, c'était une des premières demandes du collectif, mais on ne l'a pas formalisé, c'était vraiment qu'il y ait une rue qui s'appelle 23 juillet 61, voilà, dans la ville de Metz, et pourquoi pas aussi en Montigny, parce que ça fait écho, hein, on les a dans deux endroits, donc c'est aussi des demandes qu'on va faire, parce que pour nous, c'est important, c'est ce travail de mémoire, comme vous disiez, madame. L'histoire d'Algérie, elle a été compliquée pour tout le monde. Et on a mis souvent un mouchoir dessus, on ne veut pas en parler parce que ça fait du mal, mais moi je pense qu'aujourd'hui il est temps d'en parler, et il est temps d'en parler par le travail d'historien comme Lucas, sans manichéisme, et que ce travail d'histoire soit fait, qu'on rappelle les choses, et en revenant à ça, et à notre conférence du jour, tout à l'heure en introduction, Yvon, tu disais que cette partie de la ville de Metz a toujours été une partie de relégation. Alors je m'interroge, pourquoi, quand on va avoir un lien d'amitié avec une ville, on a appelé ici l'avenue de Blida? Parce que c'était lieu de relégation? Je ne sais pas s'il y a une relation de cause à effet, mais en tous les cas, il y a au moins une concomitance. Vous avez une autre question qui me paraît importante, c'est effectivement le titre, c'est « Quelle histoire pour demain ?» Voilà. William Schuman l'a déjà abordé tout à l'heure en disant que pour le TCRM Blida, il souhaitait ardemment qu'il y ait une coopération, une collaboration avec des lieux similaires dans le domaine artistique, dans le domaine technique, dans le domaine de l'innovation, avec Blida, avec l'Algérie. Et donc ça nous donne tout à fait l'occasion de on va essayer de passer la parole. Et de passer la parole. Là, je laisse Selima le gérer. On va essayer de passer la parole à Alger, d'avoir le son sur Alger. Bonjour Alger, vous nous entendez? J'ai l'impression que je suis à l'heure de 3 points, 4 points. Bédi, allô? Il nous entend? Non, mais juste donc, présenter le campus qui est à Alger.
mais on l'a fait là parce que ça a été compliqué d'avoir des relations avec Blida, parce que le climat actuel en Algérie est compliqué pour avoir des contacts. Et ils ont un living lab, on va dire living lab. Moi, j'ai du mal avec les anglicismes, mais c'est pas grave. Mais ce qui est important pour nous ce soir, et je vais le mettre en avant, c'est que Mehdi, qui a organisé ce Fab Lab, est aussi président des boosters numériques pour toute l'Algérie. Donc le but, c'était vraiment de se dire qu'aujourd'hui, on a un fleuron à Metz et dans l'Est, et qu'il faut qu'on ait un partenariat égalitaire, parce que l'ancien partenariat, on l'a développé, il n'était pas égalitaire, il n'était pas d'égal à égal, et qu'aujourd'hui on peut construire et apprendre ensemble des deux côtés de la Méditerranée et faire un chemin ensemble. Et c'est comment on peut organiser ça par la suite, par un déplacement de minimum avec des contacts, soit start-up, soit... Et vous le recevez? Très bien. Bonjour à tous. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous le recevez? Oui, on vous entend bien. C'est là-bas. Très bien, donc je laisse la parole à Mehdi. Bonsoir à tous. Mehdi Amarayesh, président du cluster numérique algérien, qui est un groupement qui représente les entreprises digitales en Algérie, de toute l'Algérie, mais aussi avec certains membres de la ville de Blida qui est assez dynamique sur cet aspect. Je vous remercie aussi de nous donner l'occasion d'intervenir sur cet événement. Que ce soit le lieu ou la date, il y a beaucoup de symboles. Aujourd'hui, peut-être que certains d'entre nous sont un peu moins frais parce qu'on a fait une marche aujourd'hui. Il faut savoir que vendredi, ça a toujours été un jour sacré en Algérie. C'est le week-end, c'est le jour de la prière des musulmans. Et depuis un certain temps, c'est encore plus sacré parce que c'est le jour où les Algériens sortent pour s'exprimer pour leur volonté d'émancipation de leur pays. Et ce vendredi particulièrement, triplement sacré parce qu'on est le 5 juillet, on est le 57e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Et autre symbolique, que ce soit avec la ville de Metz, on n'est pas loin de Verdun, et peut-être dans ce lieu où il y a eu le tumulte de la relation franco-allemande dans un passé récent, mais les deux pays ont pu surpasser ça pour construire un avenir. Peut-être que tous ces symboles font que aujourd'hui c'est aussi le lieu pour parler d'avenir de relations entre l'Algérie et la France, mais aussi Metz et Blida, d'une relation d'égal à égal, regardant vers l'avenir et pas dans un rétroviseur. Et aujourd'hui, on est deux incubateurs en Algérie et en France. Et autour de moi, j'ai un certain nombre d'entrepreneurs, de start-up, d'étudiants de la ville de Blida, avec qui nous espérons que dans notre ville, on trouvera des relais pour construire une relation orientée sur la co-construction. Attends, juste un point. Allez-y. La coopération doit se faire dans les deux sens. Hein. On est bien dans une relation d'égal à égal. C'est-à-dire vous avez beaucoup de choses à nous apporter à nous dans des domaines que nous ne maîtrisons pas encore ou peut-être pas suffisamment. Et à l'inverse, on peut aussi, avec ce qui se passe ici à TSRM Blida, servir de soutien. Il y a un troisième acteur aussi que je voudrais introduire, parce qu'il n'y a pas que Metz, la ville, il n'y a pas que TSRM Blida, mais il y a aussi le consulat d'Algérie qui est représenté ici et qui peut être aussi un fervent ferment de cette coopération. Voilà, je pense qu'on va arrêter, sauf si vous avez encore des choses à dire du côté de l'Algérie.
Bon, d'accord. Je repasse la parole à Céline. Vous pouvez reprendre la parole pour les entrepreneurs qui veulent parler. Et je salue un membre du collectif qui est aussi Juillet 61, qui est dans la salle, qui est Samir lui dire. Ah oui, Samir, fais-nous un petit signe qu'on sache où tu es. Mais il est là, oui, mais je l'ai vu. Samir, ne te cache pas, on veut te voir. Timide, Samir, bien sûr. Bonjour à tous, donc c'est Anis Sababsia, jeune entrepreneur de la ville de Bléda. Nous sommes constitués ici en groupe d'entrepreneurs de Bléda, mais pas que. Donc nous sommes présents avec M. Omar Ayesh, président du cluster algérien numérique. Et donc nous souhaiterions ici redonner vie à ce partenariat dans un cadre économique et redonner également vie à ces deux incubateurs, celui de Metz et celui de Bléda. Et donc dans ce cadre, je vais redonner la parole à mes confrères ici qui vont se présenter tour à tour, présenter leur projet et donc vous allez en savoir plus sur ce qui se passe dans l'écosystème entrepreneurial, dans l'écosystème start-up, notamment à Bléda. Voilà. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, je m'appelle Abdullah, je suis un jeune entrepreneur. Je vous remercie pour l'invitation, pour laisser partager l'expérience, pour partager l'histoire. Personnellement, moi, je n'avais pas assez d'informations par ce qui s'est passé à Bléda. Et je pense que ma présence à cet événement m'a permis à comprendre ce qui s'est passé dans le passé et apprendre. Et je viens après de passer de Bléda et de la ville de Metz. Donc, bien aimé d'avoir quelque chose dans le futur pour voir les choses un peu en avant. Et pour tout ce qui est aspect start-up et pour travailler sur l'écosystème entre les deux villes. Et pourquoi pas créer plusieurs choses ensemble. Voilà, et travailler dans l'aspect solidaire. Merci. Merci à vous. Oui, bonjour. Bonsoir. William Schumann, je suis le président de l'association Tesseract Bléda et comme je le disais en introduction, extrêmement heureux avec le collectif 61 qui est l'organisateur. Je vous accueille, on va donner un coup de main technique, technologique, mais aussi de cœur pour cet événement. Deux mots, parce que j'en ai très peu parlé concernant le Bléda à Metz. Vous êtes ici sur ce qu'on appelle un tiers-lieu, c'est-à-dire que c'est un espace qui n'est pas uniquement consacré aux entreprises. Je me suis battu et je me battrai, en tout cas jusqu'au mois de mars de l'année prochaine, puisque ma fonction est corrélée à celle d'élu de la ville de Metz, pour ne pas faire de ce lieu qu'un simple hôtel d'entreprise. Ça, c'est extrêmement important. Vous avez ici, et je vous invite à venir le découvrir, à peu près 30 000 mètres carrés, une infrastructure qui va être transformée après 2 ans de travaux, une forte présence de la puissance locale. Je ne vais pas tout réduire à de l'argent, mais c'est quand même pratiquement 12,5 millions d'euros qui vont être injectés dans cet espace, qui va être consacré à la création dans tous ses états, je dis bien dans tous ses états, la dimension artistique, la dimension artisanale, elle est très importante à Bléda, la dimension média. Vous ne voyez pas de là où on est, mais un peu plus loin, cette petite maison en pierre de Jourmont, c'est un espace qui est consacré aux youtubeurs, passez-moi l'expression, c'est vrai qu'il faut s'y mettre, hein, je défends la langue française, mais parfois c'est compliqué. Nous avons un journal, ici nous aurons Via Mirabel, la télévision locale, et tant de choses, un restaurant où vous pourrez manger aussi, et un café, donc ça va être un lieu très ouvert, et comme je le disais, je me suis permis de m'entretenir avec monsieur le consul adjoint. Je crois qu'il y a une forte volonté qui est en train de se dégager comme ça entre nous, de concrétiser ce projet d'aller à Bléda. De Bléda à Bléda, on pourrait appeler ça comme ça, de Bléda à Bléda. De Bléda avec 3 i jusqu'à Bléda. Parce que là, il faut passer des paroles aux actes. Hein. Il faut y aller, il faut le faire.
à mon avis, c'est quand même pas très compliqué. Simplement, là, je me tairai, juste un petit coup d'œil auprès de mes 2 collègues élus. Il faut, je pense, passez-moi encore l'expression, effectivement, impacter la métropole. Donc la métropole de Metz, ça me semble important. Il faut qu'il y ait un volet aussi, je pense, région Grand Est. Je n'imagine pas qu'on puisse mettre la région de côté. Et une volonté aussi, on en parlera à quelqu'un qu'on fréquente un peu de temps en temps, qui est le maire de Metz. Je pense que ça serait bien qu'il y ait toutes ces forces-là, et naturellement l'État algérien, par son consul et par les collaborateurs du consul. Moi, ça me semble extrêmement important de réaliser quelque chose qui marquera ce lien entre nos 2 histoires. Mais dans les faits, et je crois que c'est important. Ici même, on essaie de développer de l'intelligence dite collective. Alors cette intelligence collective, il faut qu'elle passe la mer. Ça me semble important. Voilà ce que je voulais vous dire. En tout cas, vous êtes invités à visiter, et moi je vais tout faire pour venir visiter Blida et l'Algérie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Merci. Et on retient votre idée du voyage de Blida à Blida. L'avantage de dire de Blida à Blida, c'est que c'est réversible. Ça va dans les 2 Blida à la fois, et on fera toujours sans erreur, on ira toujours de Blida à Blida, avec le plaisir d'accueillir nos amis de Blida et aussi le plaisir d'aller leur rendre visite sur place. Je voudrais juste par rapport au partenariat entre la France et l'Algérie en termes économiques, je vais laisser la place à... je vais laisser la place à Patricia Moinard, qui dirige WTC Metz et qui est très utile quand on veut faire des affaires en Algérie. Elle va expliquer la démarche. Non mais voilà, je pensais effectivement, puisqu'on est dans un cadre aussi économique, rappeler qu'il y a d'autres réseaux aussi, et les World Trade Center, c'est un concept effectivement américain, mais en réalité c'est des personnes qui font un réseau, qui essaient de favoriser le commerce entre les pays. Il y en a 330 dans le monde, on en a un ici qui est franco-allemand, et on travaille très très bien avec le World Trade Center Alger. Et donc, on aimerait bien pouvoir continuer et le faire avec des entreprises d'ici, des entreprises d'Algérie évidemment, et de Blida encore plus. Et je pense que là-dessus, on a quelque chose effectivement à faire dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, et à renforcer. Que ça soit en lien avec, évidemment avec Blida ici, TCRM Blida, mais aussi en Algérie, il y a beaucoup à faire. Merci. Donc l'intelligence collective, c'est quelque chose qui se partage aussi bien au niveau du collectif de TSR Blida ou du World Trade Center, et certainement encore ailleurs. On va passer maintenant au film que on voulait vous présenter pour terminer, le film Blida. Comme ça, tout le monde peut regarder Blida des 2 côtés de la Méditerranée. Et je laisse le régisseur lancer le film.
Avant de repasser la parole au Fab Lab d'Alger. Non, c'est mort. Ouais, voilà. Juste parce que je les ai eus par Messenger interposé. William, on ira en janvier à Blida. Janvier. On prend rendez-vous en janvier pour Blida. Ils s'excusent parce qu'il y a une partie des personnes qui ont dû partir et franchement je leur dis vraiment chapeau et merci pour tous les gens qui sont déplacés de Blida parce que c'est 60 km mais ils ont dû mettre 3-4 heures pour arriver là, voilà, aujourd'hui. Donc encore vraiment merci à eux, merci à Mehdi qui est vraiment une personne ressource et il y a de beaux échanges et un bel avenir à créer entre Metz et la ville de Blida. Bien. On a créé une cagnotte sur le site Litchi pour ceux qui veulent soutenir l'association. Pardon, pour le collectif, c'est pas encore une association, ça le deviendra peut-être. Sinon, à la sortie, vous avez aussi des boîtes où vous pouvez déposer des dons. Tu voulais dire quelque chose? Oui, je vais juste dire un petit mot. Donc merci, un grand merci à tous d'être venus aussi nombreux. Nous vous donnons rendez-vous pour d'autres événements. On va essayer de faire moins espacé. Et en tout cas, encore une fois, un grand merci pour vous être déplacés par ce jour assez chaud. La liste est ouverte pour partir à Blida en janvier. Comme tu l'as dit, c'est bien. Ah, c'est Selima qui l'a dit, c'est pas moi. Ah, c'est Selima qui l'a dit. Mais j'espère qu'on va organiser ça avec WTC la région. On va organiser un voyage à Blida en janvier. Voilà. Si vous avez besoin d'un guide. Inch'Allah. J'ai 10 ans à Blida. C'est la maman de mon institut, la belle-fille de mon institutrice dont je vous ai parlé. Ah, bah c'est bien. C'est la belle-fille de son institutrice qui est née et qui a vécu à Blida. Voilà, et dans la famille s'est installée au début de la conquête. Merci. On avait promis de terminer à 21h. Tu veux dire encore un mot? Selima? Eh bien, merci à vous. Bonne soirée et puis j'espère à bientôt. Bonsoir. Je vous remercie pour l'épreuve que vous avez fait. J'ai étudié aussi l'histoire. J'ai fait un master récemment. J'ai pas fait sur l'Algérie, je suis pas spécial sur la guerre d'Algérie. Ça vous embête si je prends une cigarette, on va se mettre dehors? Pas de soucis, pas de soucis. Juste une chose. Oui, c'était très intéressant ce que vous avez dit. Et moi, je voudrais vous demander, est-ce que vous avez repéré, est-ce que vous êtes allé dans les foyers Sonacofra? Est-ce que les Algériens qui vivaient ici, dans les foyers Sonacofra, ont été particulièrement, parce que dans les foyers Sonacofra,